J'ai pris sur moi. Peut-être que ça a fait de moi une meilleure personne. J'ai poussé ce pays dans ses retranchements. Je le savais. Je ne suis pas masochiste. Je cherche la vérité. C'est ma nature. Toute vérité est-elle bonne à dire? À cette question, Oliver Stone a donné sa réponse. Elle est dans son cinéma. C'est la vérité de son pays qu'il y cherche, comme une obsession. La violence, les mensonges des médias et des politiciens sont des plaies qu'il réouvre, film après film. Comme autant de messages adressés aux spectateurs, ou plutôt un message, qu'il répète encore et encore. J'aime l'Amérique. Et pourtant, elle nous a menti. Avec ses 20 longs métrages et ses 10 documentaires, Oliver Stone questionne la bonne conscience de son pays. Plonger dans son cinéma, c'est plonger dans les failles de l'Amérique. Mais aussi dans celles d'un cinéaste, excessif et talentueux. Novembre 1989. Le mur de Berlin tombe. C'est la fin de la guerre froide. Le bloc de l'Est perd son plus grand symbole et l'Amérique pense avoir triomphé de l'empire du mal, après 40 ans d'une guerre acharnée contre le communisme. America, not just a nation, but an idea, alive in the minds of people everywhere. As this new world takes shape, America stands at the center of a widening circle of freedom. Aide économique, guerre, coup d'État. Pour les États-Unis, tous les moyens ont été bons pour faire triompher cette liberté. Mais au moment où l'Amérique s'autocongratule, des voix dissonantes se font entendre. L'une d'elles provient de son usine à rêve. C'est celle d'Oliver Stone. Il connaît ces discours patriotiques teintés d'arrogance qu'affectionnent les politiciens. Des discours qui, depuis des décennies, alimentent les mythes guerriers de son pays. Des discours qu'il ne supporte plus. Quelques semaines après la chute du mur, il livre un film pacifiste qui veut faire tomber de son piédestal ce grand héros américain du XXe siècle, le soldat. Et pour cela, il va s'appuyer sur une histoire vraie, celle de Ron Kovic. Un jeune Américain qui, comme tant d'autres, est parti combattre le communisme au Vietnam et qui, comme tant d'autres, est rentré brisé, moralement et physiquement. I serve my country, and I don't want you to feel sorry for me. Do not shed a tear. I have my hands, my eyes, my ears. I have my heart, and I have what I feel. I have what I feel is an unquenchable. Au moment où l'Amérique se voit comme le grand vainqueur de l'histoire, Stone rappelle le prix qui a dû être payé et renvoie chaque Américain à sa part de responsabilité. Il est évident que la guerre du Vietnam et son impact dans l'histoire des États-Unis et plus largement dans celle de l'Empire américain représente une terrible défaite, clairement. C'est une histoire de perte, de honte. Dans ce contexte, les vétérans du Vietnam ont tous été des boucs émissaires. Une énorme colère s'est emparée d'eux à cause de la façon dont on les a traités. Et ils sont devenus les symboles de la trahison du gouvernement qui les a envoyés dans cette mission pendant la guerre froide sans se soucier de savoir s'ils allaient vivre ou mourir. Et c'est l'histoire que Stone raconte dans Né un 4 juillet, celle de la trahison. Oliver Stone a frappé fort. Il a eu l'idée brillante d'utiliser la star Tom Cruise dans un rôle à contre-emploi. La déchéance de son personnage, Ron Kovic, n'en est que plus douloureuse.
Born on the 4th of July, ça a vraiment créé la polémique. L'histoire de Kovic a déclenché une controverse. Il disait « Oh, Kovic se plaint parce qu'il est en fauteuil roulant. C'est un râleur, un pleurnichard, ce n'est pas un homme. » Enfin, ce genre d'accusation. L'intensité de Tom Cruise donne un tel écho à la révolte de Kovic qu'elle fait ressurgir des vérités qu'en 1989, l'Amérique aurait préféré oublier. Go fight! Go kill! Sergeant man, rain car! Yeah, car left! Car left! Car left! You know, it's all a lie, look. It's just a bunch of money. Lie! Des vérités qui contredisent le glorieux roman national. Celle que le vrai Ron Kovic avait tenté de faire entendre à la Convention républicaine de 1972. Ron Kovic a raconté son histoire, et j'y ai cru. Il a avoué avoir tiré sur un camarade. Ça a causé des problèmes. Tu ne peux pas dire ça en Amérique. Au Vietnam, 20% des soldats tués ou blessés l'ont été par des tirs amis, même ceux de leur propre unité qui tiraient à l'aveugle. Mais le Pentagone ne veut pas dire aux parents « Votre fils a été tué par un autre Américain ». This is very difficult for me to say. We don't have to hear this, Ron. But Mr. Wilson, I think I was the one that killed your son that night. I was the one. I was the one. Dire la vérité et assumer ses erreurs, c'est ce qu'Oliver Stone exige. Et si son pays s'y refuse, il en fera sa mission. My deepest thanks for your acknowledgement that Vietnam is not over. Although some people say it is, but that Vietnam is a state of mind that continues all over the world for as long as men in his quest for power interfere in the affairs of other men. Oliver Stone réalise des films qui remettent en cause les récits officiels, qui interrogent le système en place et questionnent la manière dont l'histoire est racontée. C'est une quête qu'il a poursuivie toute sa vie. Je sais qu'il aime vraiment ce pays. C'est pourquoi il le choisit si souvent comme sujet. Une chose qui me semble essentielle pour comprendre Oliver, c'est son service au Vietnam et à quel point il était transformé en revenant de cette guerre. Les guerres menées par l'Amérique, Oliver Stone les connaît. Il en a vécu une dans sa chair. 20 ans avant de réaliser Né un 4 juillet, il était lui-même un vétéran. Je m'appelle Oliver Stone, j'ai 22 ans, je suis de New York, ma mère est française de Paris. J'ai servi en Vietnam avec l'armée américaine pour 15 mois et je rentre aux États-Unis il y a 6 mois. Je suis étudiant à New York. On a vécu comme des barbares là-bas. Ça m'a changé, ça change beaucoup de garçons. Il y a beaucoup de drogue là-bas. On fume beaucoup. Tous les jours, on fume dans le combat et hors de combat. C'était une vie épique et avec du danger. C'était une vie romantique dans une façon. Je retourne ici. C'est la vie petite, les petites maisons, les petits problèmes. À mon retour, j'étais une épave. J'éprouvais en permanence un sentiment de malaise. J'étais très instable. Un ami m'a suggéré de faire une école de cinéma. En tant qu'ancien GI, je pouvais obtenir une bourse et ne pas solliciter mes parents. J'étais financé à 80%. Ça ne voulait pas dire que je me projetais en tant que réalisateur. Le cinéma était un moyen de m'extirper de cette torpeur, un nouveau départ. Et j'ai eu la chance immense que Scorsese soit un de mes professeurs. Bien des années plus tard, dans un documentaire consacré à Oliver Stone, Martin Scorsese reviendra sur la première impression que lui a fait cet étudiant singulier. Oliver was very quiet. I remember him being very quiet, and I knew that he had come from Vietnam, and it was just
out of the service. And I remember basically it was, as a person, I could tell by the aura that he gave out that it wasn't necessary to engage him in any kind of conversation other than what we were doing with the class. He was a person who obviously had gone through something. And I remember being very impressed by his short film. Last Year in Vietnam parlait d'un vétéran qui tirait un trait sur son passé et ses médailles pour se tourner vers l'avenir, comme moi à ce moment-là. Scorsese s'est levé et a dit « Ça, c'est un cinéaste ». Ça m'a donné confiance en moi. Et ça m'a montré que j'avais une autre compétence. Je savais raconter une histoire. L'errance du vétéran qu'il met en scène dans Last Year in Vietnam a profondément marqué Scorsese. En 1992, il se souvient encore de ses commentaires qui ont contribué à lancer la carrière d'Oliver Stone. But I remember giving him an A because of the emotion of the piece and the tragedy, the feeling of tragedy I had when I watched it. It's something I couldn't understand. It's not my way, not part of my life. Having been in the army, having been in that kind of thing, I was not there. Martin Scorsese pointe un des mots de cette époque, le monde qui sépare ceux qui rentrent du Vietnam et ceux qui n'y sont pas allés. Oliver Stone, lui, n'aurait jamais dû y aller. Fils unique, destiné à faire partie de l'élite, il vit protégé dans un cocon entre sa mère femme au foyer et son père financier à Wall Street. Je me suis engagé. Je me suis porté volontaire et j'ai dit « Je veux intégrer l'infanterie, je veux aller au Vietnam. Envoyez-moi là-bas. » C'était ce que je voulais. J'ai insisté, j'ai fait ça dans mon coin sans en parler à mes parents. Je voyais ça comme être écrivain. Je pensais à Hemingway, par exemple. Soit tu deviens un homme brave, soit tu restes un homme comme tous les autres et tu essayes de te faire réformer. Il oublie vite cette vision romantique une fois confronté à la réalité de la guerre. Ce qu'il vit là-bas, il le décrira des années plus tard dans son premier grand film. Charlie Sheen incarne le jeune fantassin qu'il était, et les dialogues sont clairement une référence autobiographique. How in the fuck you get here anyway? Hey, you look educated. I volunteered for it. You do what? I volunteered. I dropped out of college and told him I wanted the infantry, combat, Vietnam. You volunteered for this shit, man? Believe that? J'étais un peu naïf. Je voyais l'Amérique comme le gentil, le bon pays, avec de bonnes intentions. Je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça à l'époque. You was a crazy fucker. Giving up college? Didn't make much sense. I wasn't learning anything. I figured why should just the poor kids go off to war and the rich kids always get away with it? Oh, I see. What we got here is a crusader. Mais une fois plongé là-dedans, ça change ta vision. Nous n'étions pas les bienvenus. Nous n'étions pas les bienvenus. C'est là que j'ai découvert, entre autres, la drogue. L'herbe. C'était un moyen de se détendre, de rester humain. Le combat, c'était incroyable. C'était sans doute l'une des choses les plus excitantes au monde, et aussi l'une des plus terrifiantes. Mais c'est l'excitation qui dominait. J'ai acheté un appareil photo et c'est devenu un autre œil, un nouveau regard sur le monde. Mon esprit est une caméra, mes yeux aussi, un troisième œil. Parce que dans la jungle, qu'on soit éclaireur ou autre chose, il faut vraiment être très, très vigilant. La concentration est cruciale. On n'a pas cette concentration dans la vie civile, à moins de s'entraîner. Il faut tout anticiper en permanence, et ça rend tout plus intense. J'ai vu tous ces combats, toutes ces scènes, et ça m'a hanté. Ces images ont traumatisé toute une génération. Blessé à 2 reprises, décoré de la Purple Heart et de la Bronze Star, Oliver Stone aura passé 15 mois sur le front.
Démobilisé, il rentre dans un pays en proie aux troubles politiques, agité par les échos du Vietnam, qui s'y font également entendre. Je n'ai pas rejoint les manifestants. Je les ai vus et ils m'ont influencé. Mais comme j'étais un vétéran du Vietnam, ils ne me voyaient pas comme un allié. Cette période de contestation du début des années 70 est également marquée par les mensonges du gouvernement, ou plutôt, leur révélation. Daniel Ellsberg, ex-Pentagon employee, made history by leaking to the New York Times the Pentagon Papers, a top-secret study of Vietnam policy. Les scandales des Pentagon Papers, puis du Watergate, révèlent toute l'hypocrisie et la duplicité des institutions, jusqu'au sommet de l'État. Il y a définitivement quelque chose de pourri au pays de l'oncle Sam. Abus de pouvoir, manipulation pour poursuivre le conflit vietnamien, obstruction à la justice. Aux yeux d'Oliver Stone, c'est le président Richard Nixon qui incarne cette corruption morale. En 1995, il lui consacrera un film qui dresse le portrait de l'homme derrière le mensonge. Sir, isn't it true that little has been achieved in this peace agreement that the communists have not been offering since 1969, that in fact your administration has needlessly prolonged the war and at certain stages escalated it to new levels of violence? I will try to answer that question in some detail. Mr. President, what is your reaction to James McCord's statement that high-level White House officials were involved in the Watergate break-in? Why, that's the dumbest thing I've ever heard. Sir. Un voile s'est déchiré. Ces révélations changent la vision qu'a Stone de son pays et irrigueront toute son œuvre. Mais au milieu des années 70, cette œuvre, il lui reste à la construire. En 1977, je voulais partir à Los Angeles parce que c'était là-bas que ça se passait. Et j'ai eu énormément de chance. Hollywood changeait et commençait à accepter une nouvelle génération. Oliver Stone fait partie d'une nouvelle génération de scénaristes sur laquelle mise Hollywood. Il se voit confier l'écriture de Midnight Express. Ce film à petit budget marque son époque. Il dépeint avec brutalité l'enfer des prisons turques où un jeune Américain purge une peine pour trafic de drogue. Ce scénario lui fait gagner son premier Oscar. Et le tout Hollywood découvre un jeune auteur singulier et son discours militant. I'm deeply honored, and on behalf of all the Midnight Express people, and with some consideration for all the men and women all over the world who are in prison tonight, I thank you. À partir de là, ma carrière a décollé. Je croulais sous les propositions. Je suis devenu accro à la cocaïne en arrivant à Hollywood. J'ai un côté démoniaque. C'est incontestable. C'est ma part d'ombre. Mais je l'accepte. C'est le prix à payer pour écrire ce que j'écris. Excessif dans sa vie comme dans son écriture, Oliver Stone impose son style dans ses scénarios. Réaliste, cru, violent. Et dans ses dialogues émerge déjà une critique de l'establishment. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Scarface est devenu un film culte. Même si la violence et le langage ont choqué, son héros n'est pourtant qu'une caricature. Il incarne les années Reagan, celles de l'argent roi, qui devaient faire oublier les défaites et les scandales des années 70. Only one man has the proven experience we need. Ronald Reagan for president. Let's make America great again. Je devenais de gauche, mais je ne le voyais pas. J'ai voté pour Reagan en 1980. Un nouveau jour pour l'Amérique. C'était un optimiste invétéré. Il racontait des blagues. Il était sympathique, séduisant. Ma mère l'adorait. Une vraie star de cinéma.
Il me fascinait. Mais quand il s'est représenté en 1984, j'avais changé d'avis. J'avais vu les dégâts. J'étais allé au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Guatemala. J'avais compris que Reagan commettait à nouveau les mêmes erreurs. Reagan soutient le régime autoritaire du Salvador qui, depuis 1980, mène une guerre sans merci contre des groupes révolutionnaires. Oliver Stone voit dans ce bain de sang un nouveau Vietnam. Il écrit en quelques mois à peine le scénario de Salvador. Et cette fois-ci, c'est lui qui le met en scène. Au milieu des années 80, c'est avec ce film qu'il va commencer à se faire un nom en tant que réalisateur. Son héros est un reporter de guerre. À travers ses yeux, le spectateur devient témoin des violences en Amérique centrale. Il a trouvé son cinéma. Dans Salvador, on retrouve tous les éléments qui feront sa signature. Le flirt avec le cinéma vérité, un regard critique sur la politique américaine, la fascination pour la violence et sa mise en image. Le premier film de lui que j'ai vu, c'est Salvador. J'ai été bluffé que quelqu'un puisse réaliser un tel film sur la politique étrangère américaine. That this ain't no civil war, but outright commie aggression. You guys have been lying about that from the beginning. You have not presented one shred of proof to the American public that this is anything other than a legitimate peasant revolution. So please don't start telling me about the sanctity of military intelligence. Not after Chile, not after Vietnam. I was there, remember? C'est une critique au vitriol de la politique américaine, en Amérique centrale, en Amérique latine et ailleurs dans le monde. Un film qui saisit la réalité historique ouvre les portes du passé d'une certaine façon. Oliver Stone livre une vérité qui n'épargne aucune sensibilité. Il veut que l'Amérique sache. Et désormais, il ne s'arrêtera plus. À peine achevé le tournage de Salvador, il s'envole pour les Philippines pour mettre en scène un autre film choc. Un film qu'il porte en lui depuis 15 ans. Son film, sur sa guerre, Platoon, avec comme seule obsession le réalisme. Je voulais que ces gars soient jeunes. Je les ai choisis le plus jeunes possible et je voulais qu'ils soient épuisés dès le début du tournage. Alors on les a mis dans la jungle pendant 2 semaines d'affilée, jour et nuit. Quand le premier jour de tournage est arrivé, ils tombaient de sommeil. Mais ça rendait bien. Ce n'est pas légal, bien sûr. D'ailleurs, aux Philippines, je n'ai pas respecté les règles. Le syndicat des acteurs impose qu'il y ait 12 heures de travail et 12 heures de repos. Mais je ne voulais pas travailler comme ça. Oliver a tout rendu plus réel. Il a poussé un cran plus loin et d'une façon magistrale la méthode Stanislavski pour faciliter le travail des acteurs. J'étais devenu le sergent O'Neill. Face à la caméra, il ne veut pas qu'on soit à l'aise. Il préfère qu'on soit vivant. Et si on ne l'est pas, il va appuyer là où ça fait mal. Comme un dentiste qui touche un nerf. Il cherche la vie. Sinon, à quoi bon? Et je comprends. Je suis d'accord avec lui. La méthode imaginée par Stone crée une tension presque viscérale qui plonge ses comédiens dans le tragique et la folie du Vietnam. Il connaît le scénario mieux que personne. Il sait ce qu'on doit faire. Comme un pur sang lors d'une course hippique, quand il crée, il a des œillères en ce qui concerne sa vision artistique. Et on doit coller à sa vision. Si ce n'est pas le cas, on est foutu. Je décrirais Oliver comme un dictateur, sans aucun doute. Oublions tout le reste, c'est un dictateur. Il cherche à contrôler tous les postes. Il a des demandes spécifiques en termes de vitesse de tournage parce qu'il veut que les choses bougent. C'est sa méthode, il avance. Ce n'est pas le genre de réalisateur à attendre dans sa loge. Il ne vous lâche pas.
Il insiste. Qu'est-ce qui te prend autant de temps, Richardson? Pourquoi c'est si long? Faut y aller. En ce sens, il est assez remarquable. On se serait cru à la guerre sur le tournage. On ne maîtrisait pas tout en termes d'explosifs. Il crée une atmosphère qui était tout le temps imprévisible, et même parfois dangereuse. Platoon était le premier film à donner une idée précise du calvaire enduré par tous les soldats au Vietnam et de leur façon de voir la guerre. On nous avait dit qu'ils partaient la fleur au fusil pour défendre les États-Unis. On savait que c'était faux. Et le film nous a montré les vraies réactions des soldats, comme dans Salvador et Born on the 4th of July, avec des images, je trouve, qui étaient assez effrayantes, mais qui nous ont permis d'ouvrir les yeux. En 1986, la guerre sur les écrans reste aseptisée, passée à la moulinette hollywoodienne. Un des plus grands succès de l'année est Top Gun, une romance patriotique à la gloire de l'US Navy, incarnée par Tom Cruise. Et pourtant, quand Platoon sort, avec son petit budget et son message antimilitariste, Platoon réalise les plus fortes recettes par salle de tous les films projetés aux États-Unis. Time lui a d'ailleurs consacré sa une de couverture, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un film, et l'hebdomadaire à grand tirage explique Platoon explose dans la conscience américaine comme une véritable bombe à fragmentation. J'ai vu des hommes sortir en pleurs, l'un après l'autre, la tête baissée, silencieux avec un air sombre. C'est là que j'ai su que le film était très très réussi. Mais je ne soupçonnais pas qu'il aurait autant de succès. C'est la première fois que je me rendais compte à quel point ce film était génial. The winner is Platoon. Platoon. Avec une pluie de récompenses à travers le monde, dont 4 Oscars et plus de 150 millions de dollars de recettes, Platoon est un succès éclatant. Oliver Stone va pouvoir continuer son œuvre de déconstruction méthodique des mythes américains. Après avoir décrit la sale guerre, il s'intéresse à l'autre grande valeur américaine, l'argent. Il choisit comme décor Wall Street, un quartier qui lui est familier. Son père y travailla toute sa vie et rêva même un temps qu'Oliver prenne sa suite. Mais le Wall Street de son enfance n'est plus. What Wall Street was in my father's times, it was the engine of our democracy. It was the engine that fueled our capitalism. And now it's become a crap game. The worst element of our society is the parasite class, the owners, the people that don't produce, the people that just have stocks and bonds and houses and speculate, and they don't do anything. They just trade on what they have. I create nothing. I own. We make the rules, pal. The news, war, peace, famine, upheaval, the price of a paper clip. We pick that rabbit out of the hat while everybody sits out there wondering how the hell we did it. Now, you're not naive enough to think we're living in a democracy, are you, buddy? It's the free market. And you're part of it. Mise en scène efficace, dialogue tranchant, avec Wall Street, Oliver Stone envoie un uppercut au cœur de la matrice capitaliste. Après les horreurs de la guerre, il veut révéler les dessous d'une autre boucherie, celle à laquelle se livre quotidiennement la haute finance. Bien sûr que les auteurs veulent nous faire réfléchir. Ok, peut-être pas tous. Certaines histoires débiles servent juste à nous réconforter avant de dormir. Ce n'est pas ce que fait Oliver. Il veut appuyer là où ça fait mal. Et il y va carrément. En 1991, Oliver Stone est au sommet. Avec 6 films en 6 ans, nominé 18 fois,
récompensé par 8 Oscars. À cette époque, je travaillais très vite. Je tournais un gros film par an. Imaginez l'envergure de The Doors. C'était tout nouveau pour moi, faire ces films à gros budget. J'étais très lié à Oliver. Dès qu'un nouveau film se préparait, je refusais les autres projets juste pour me concentrer sur le sien. À cette époque, c'était ce qui comptait le plus pour lui. Oliver Stone a désormais l'oreille des plus grands studios hollywoodiens. Il se lance dans un nouveau projet qui va être un point de bascule dans sa carrière. Il s'attaque à l'une des affaires les plus mystérieuses et les plus sensibles de l'histoire des États-Unis. Un traumatisme vieux de 30 ans. L'assassinat du président Kennedy. Warner Bros. Voulait un film avec de l'action, de la tension. Ils voulaient faire un genre d'enquête policière. La quête de vérité, l'enquête, pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. C'était fascinant. Et ça leur a plu. Stone construit son film JFK sous la forme d'une démonstration implacable. Kevin Costner incarne avec conviction le procureur Jim Garrison, dont l'enquête a remis en cause les conclusions de la commission Warren sur l'assassinat de Kennedy. Le film est un mélange brillant d'images d'archives et de scènes de fiction en noir et blanc et en couleur. À ce niveau-là, Stone était vraiment en avance sur son temps. Ce parti pris formel sert magnifiquement le propos qui démonte point par point la version officielle d'un tireur unique. Le film fonctionne vraiment comme un essai visuel. Un montage sur ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est peut-être réellement passé. Une des critiques disait « C'est comme si l'histoire était racontée à la manière de MTV, oh mon Dieu !» C'est précisément ce qui a dérangé les gens. À quel point c'était bien fait, à quel point c'était convaincant. L'esthétique est audacieuse, la narration ultra dense et l'intrigue haletante. Et malgré sa durée de plus de 3 heures, les Américains se passionnent pour les révélations sur un complot qui met en cause les plus hautes autorités de l'État. We're talking about our government here. No, we're talking about a crime, Bill, pure and simple. Y'all gotta start thinking on a different level, like the CIA does. Now, we're through the looking glass here, people. JFK was a formative experience in that it completely altered. JFK a été une expérience formatrice, dans le sens où il a complètement changé ma vision du monde. Je suis allé le voir avec mon père. Ça a renforcé nos liens. Il m'a dit que lui non plus n'avait jamais cru à la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Je me souviens que pendant toute une année, de 1991 à 1992, on en parlait dans toutes les émissions d'actualité. C'était un débat dans tous les journaux, avec, dans le courrier des lecteurs, des gens qui défendaient le film et d'autres qui le critiquaient. The Kennedy assassination is called a coup d'etat. A public execution by elements of the CIA and the Department of Defense. This is irresponsible. This deceives and misleads the people. It's the Warren report from the other side. Everything in the movie is either fact or very informed conjecture. And there is a basis for everything that is stated in the film. No, he didn't get the history right. That's what concerns me about that film, because he really has put out a film which is massive disinformation. If anybody in the Warren Commission staff had done it 1/2 the kind of distortion and deception that Mr. Stone had done, if I had done that or been party to it, I would expect to spend the rest of my natural life in a federal penitentiary. Quand il s'attaque à la grande histoire, celle de JFK, il est perçu comme un intrus, comme quelqu'un qui manipule les faits, un théoricien du complot qui construit très habilement des fantasmes historiques.
Mais la raison pour laquelle le film a été autant attaqué, c'est aussi parce qu'il critique implicitement ou explicitement l'histoire racontée par le système en place. Pas seulement par la commission Warren, mais par toute une série de politiciens et de journalistes autour de Kennedy. Vous vous demandez qui peut faire ça. Et c'est seulement, il me semble, les agences clandestines américaines qui pouvaient avoir la puissance de désigner la route, par exemple, de Kennedy. Le CIA, sinon eux, peut-être une agence militaire. Le gouvernement n'a jamais ouvert des dossiers et des opérations clandestines. Alors on ne peut pas connaître tout. À un point, c'est nécessaire que j'ai fait une hypothèse, une spéculation intellectuelle. If there was a second rifleman, then by definition, there had to be a conspiracy. J'y suis allé avec la fougue de la jeunesse, comme un idéaliste, pour argumenter et dire comment Kennedy avait été tué par notre propre gouvernement. C'est complètement fou quand j'y pense, parce que c'est dur de faire ça dans ce pays. Tu ne peux pas accuser le gouvernement d'un truc pareil. Ça détruit le mythe fondateur des États-Unis. À force de questionner l'histoire, Oliver Stone a fini lui-même par y entrer. JFK alimente le scepticisme de l'opinion publique. Une perte de confiance qui oblige les autorités à agir après des décennies d'immobilisme. Une commission du Congrès est créée pour savoir si certains éléments de l'enquête tenus secrets doivent être rendus publics. En mars 1992, 4 mois après la sortie de JFK, Oliver Stone est auditionné par cette commission. Most Americans did not believe or support the verdict of the Warren Commission initially, and now more than 3 in 4, according to all recent samplings of public opinion, think some conspiracy was involved. Clerk will report the title. Senate 3006, an act to provide for the expeditious disclosure of records relevant to the assassination of President John F. Kennedy. En octobre de la même année, une loi est votée, permettant la déclassification de millions de pages d'archives. Par-delà les débats virulents et les polémiques, c'est peut-être dans cette capacité qu'a une œuvre d'art à influer sur le réel que réside le rêve de cinéma d'Oliver Stone. Un rêve que JFK a accompli, mais le prix à payer a été élevé. Ma réputation n'a plus jamais été la même après JFK. J'étais devenu le complotiste. Les médias ne m'ont plus jamais lâché. Ils répétaient sans cesse « le conspirationniste », pour tout ce que je faisais. C'était ridicule. Platoon avait fait d'Oliver Stone un héros qui dénonçait les horreurs du Vietnam. JFK en a fait une sorte de paria encore protégé par son succès commercial. Mais loin de s'assagir, le cinéaste va pousser les curseurs toujours plus loin. Il héroïse un jeune couple de tueurs psychopathes et fait exploser tous les cadres esthétiques conventionnels pour chercher les origines du mal profond qui ronge son pays, sa violence. Natural Born Killers est le film le plus controversé des années 90. Je pense qu'il voulait vraiment expérimenter une nouvelle manière de raconter une histoire. Et avec JFK, il a vu que ça marchait. Puis dans ses films suivants, il a poussé l'expérimentation encore plus loin, avec les formats, le noir et blanc, la couleur, des choses très différentes, même la taille de l'image. Une œuvre transgressive, satirique, un spectacle de violence pure, totalement déjanté. Quand on est arrivé sur Natural Born Killers, on était complètement hors de contrôle. Sur Natural Born Killers, on prenait des décisions un peu comme si on jetait de la peinture sur une toile. Quelle couleur? Quel angle? Il disait « je veux filmer ça en 35 mm » et moi je répondais « je pense que ça devrait être en Super 8 ». Parfois on décidait en jouant à pile ou face. Ok, on filme ça en Super 8, mais on mettra du 16 mm ici et on va faire ça et... On commençait à mélanger ces formats avec de la vidéo, etc. Avec ses près de 3000 plans, contre 700 en moyenne à l'époque,
Ces mélanges de formats, de couleurs, de films et d'animation, il va bouleverser les genres et les codes. Il a exploré. Et je crois qu'il a montré à beaucoup de gens de nouvelles façons de filmer, d'une manière qui n'avait jamais été faite avant. Ce qu'il a créé a vraiment été très original. Toutes ces innovations, il les met au service de son propos, comme les vidéoprojections qu'il utilise dans certaines scènes. Elles montrent comment ces jeunes héros ont grandi dans un pays où les images de violence sont omniprésentes, et comment ils ont été façonnés par elles. Dans ce film, le vrai ennemi, c'était les médias. Les médias sont un démon et c'est comme ça que je me les représente. Ils veulent toujours plus de violence. Plus il y a de gens tués, mieux c'est parce qu'il y aura plus d'audience. Le sensationnalisme a gagné et c'est ça que j'essayais de dire. Le réalisateur tend un miroir déformant à l'Amérique tout entière. Regardez les spectacles que nous fabriquons, que nous consommons, qui fascinent nos enfants. Regardez qui nous sommes. This reporter is caught in the crossfire as armor-piercing slugs ricochet past his head. Wayne, can you hear me? Wayne, tell us what's happening out there. Are you safe? Le personnage du reporter chasse le scoop jusqu'au grotesque, dans une chorégraphie de violence qui déchaîne les passions. Are you in danger, Wayne? Can you tell us? Are you in danger? Oliver Stone a parodié la réalité qui, par une tragique ironie du sort, va en retour s'inspirer de son film. As her boyfriend waited in a getaway car, 19-year-old Sarah Edmondson, the daughter of a judge, shot store clerk Patsy Byers. She and her boyfriend took drugs and watched the movie more than 20 times before committing their own crimes. La famille de la victime porte plainte. Elle accuse Stone d'avoir inspiré les jeunes criminels. Elle exige que le studio et le réalisateur soient reconnus responsables. Natural Born Killers, this film, which did incite violence, is negligence under the Louisiana law, and their defense is the First Amendment. However, Vanity Fair magazine said that 14 people had been murdered as a result of this movie. Film is a powerful medium. Film is a drug. Film is a potential hallucinogen. It goes into your eye, it goes into your brain, it stimulates, and it's a dangerous thing. It can be a very subversive thing. Life is dangerous. Ideas are dangerous. Movies have a right to be dangerous. And may have dangerous effects. Yes, they may have dangerous effects, correct. Cigarettes, tobacco, alcohol, all have also potentially dangerous effects. Ce sont les arguments d'Oliver Stone qui l'emporteront. Si la Cour suprême, dans un premier temps, avait donné raison à la famille en 1999, le jugement sera finalement cassé 2 ans plus tard. Il n'est pas le seul réalisateur à avoir été accusé de faire l'apologie de la violence. On peut penser à Quentin Tarantino et à d'autres. Et je pense que d'une certaine manière, ça ressemble aux réactions qu'il y a eu autour de JFK. Quand les gens veulent critiquer quelqu'un pour ce qu'il a fait, ils aiment brandir l'image du spectateur influençable, qui pourrait, parce qu'il a vu ça dans un film, sortir et tuer quelqu'un. Je pense que dès qu'il réalise un film, surtout durant cette période, il y a un désir de le critiquer sous prétexte qu'il est trop extrême. Cette radicalité qu'on lui reproche, Oliver Stone en a fait sa marque de fabrique. Il la revendique et la cultive à travers tous ses films, ceux qu'il réalise comme ceux qu'il produit. Mais pour lui, comme pour l'Amérique, le nouveau siècle va marquer un tournant. C'était le début d'une nouvelle Amérique, une Amérique plus guerrière. On avait été attaqués. Peut-être qu'on avait provoqué les attaques. On a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Et George W. Bush a décidé qu'il allait non seulement combattre Ben Laden, mais qu'il allait lutter contre le terrorisme, contre le mal, partout. Any outlaw regime that has ties to terrorist groups
and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world and will be confronted. C'était complètement démoralisant. Ma cote a chuté. Mon patriotisme a été remis en question et je me suis senti rejeté par ma propre société. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des documentaires, pour ralentir un peu. Mais mes documentaires étaient tous corrosifs. J'en ai fait 3 avec Castro. J'ai fait Chavez, South of the Border. Je suis allé en Palestine pour interviewer Arafat et Netanyahou. Je faisais des choses qui avaient du sens pour moi. Oliver Stone montre moins de maestria dans ses documentaires que dans ses fictions. Il touche également moins de public. Mais dans les médias, on l'accuse d'être trop ouvertement anti-américain, comme sur CNN en 2010, à l'occasion de la sortie de son film sur le président vénézuélien, Hugo Chavez. I don't understand why Oliver Stone, who lives in a country that affords him the ability with freedom of speech, to go out there and make movies, would glorify someone like Hugo Chavez that doesn't support the people of Venezuela. He manipulates the people of Venezuela. I am shocked and disturbed, frankly, that this movie was made and others that Oliver Stone has made to try to glorify some of these people who would like to see our way of life completely changed. Je n'ai jamais changé de style. J'ai continué avec les documentaires à dire la vérité du mieux que je le pouvais. Mais on m'a beaucoup critiqué pour ça aussi. Du coup, on ne m'invitait plus dans les émissions de télé. C'était absurde, parce qu'on devrait écouter les gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, je me suis lancé dans peut-être le documentaire le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai travaillé environ 5 ans sur ce film. Dans cette ambitieuse série documentaire de 12 heures, Stone veut proposer une nouvelle lecture de l'histoire de son pays. Il va recontextualiser des événements que les historiens avaient jusque-là cantonnés à la marge. Generations of Americans have been taught that the United States reluctantly dropped atomic bombs at the end of World War II to save the lives of hundreds of thousands of young men poised to die in an invasion of Japan. But the story is really more complicated, more interesting, and much more disturbing. Ça vous montre une face cachée de l'Amérique, celle dont on ne parle jamais à l'école. C'était une œuvre importante pour moi, et je pense qu'un jour, elle sera reconnue. Tous ces documentaires sont difficiles à réaliser et à financer. Et quand vous avez la chance de trouver l'argent, ils sont très compliqués à vendre. Je ne sais pas pourquoi c'est si dur de faire ces films, mais c'est important de les faire. Et ça en vaut toujours la peine, surtout quand ils ont un impact. Je suis resté fidèle à mes convictions. J'ai continué à faire des documentaires, même après Untold History. Et puis, j'ai fait l'interview de Poutine, parce que je voulais que les Américains sachent qui étaient les Russes et ce qu'ils pensaient. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Regardez ce que l'Amérique a diabolisé. C'est aussi une autre manière de questionner l'Amérique. Évidemment, il a reçu beaucoup de critiques pour son interview de Poutine. On l'a accusé d'être trop complaisant, de lui poser des questions trop faciles, donc de l'avoir rendu plus humain. Les critiques virulentes de Chris Wallace, célèbre journaliste américain, montrent à quel point le travail d'Oliver Stone continue encore et toujours d'alimenter la controverse. Challenge Putin more in those interviews? I'm sorry, Chris, that is absolute bullshit. Look at the fourth hour, for example. This is in the fourth hour, and constantly I'm pushing him in this interview. But when he makes a contention, do you challenge him? Sometimes you have to play the game of getting an interview, you understand? If you look at... I understand. When you get to sit down with a dictator, why would you want to tiptoe around the fact that he has been accused of killing his political opponent? Oliver Stone est sincère dans son désir de dessiller les consciences. Il présente son point de vue, subjectif, univoque et sans concession. Trop subtil pour certains, trop caricatural pour d'autres,
beaucoup n'auront voulu voir dans son documentaire Fleuve sur Vladimir Poutine qu'un long film de propagande. Вы думаете, что наша цель заключается в том, что мы должны кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну. That is a dangerous argument because it works both ways. Those who abuse power always say it's a question of survival. Потому что те, кто злоупотребляет властью, всегда. If he'd made films that were safer, s'il avait fait des films moins risqués, certainly could have il aurait certainement pu gagner beaucoup plus d'argent et réaliser bien plus de films. Snowden, c'était encore un de ces films où il a dû trouver des financements à l'étranger, parce qu'aucun studio américain n'en voulait, pour des raisons politiques. Edward Snowden est cet agent américain qui révéla les écoutes illégales de la NSA, dont Stone a fait le héros de sa dernière fiction en 2017. Comme un papillon attiré par une lumière qui risque de lui brûler les ailes, il semble retourner inévitablement vers les sujets polémiques. Peut-être est-ce parce qu'il ressemble trop à ses héros. Snowden, c'est l'histoire de quelqu'un qui croit en son gouvernement, qui fait confiance aux agences de sécurité nationale et à leurs plans pour protéger l'Amérique, et qui se sent ensuite trahi quand il découvre que le gouvernement espionne tout le monde. Et lorsqu'il devient lui-même un lanceur d'alerte, il va aussi devenir un traître aux yeux de certains. Au fond, l'histoire de Snowden renvoie à celle de Stone, celle d'un innocent qui est trahi et qui veut ensuite dénoncer les mensonges. Je suis encore ici, je n'ai plus beaucoup de temps. Alors pourquoi ne pas dire ce que je pense et le faire? Au moins on saura que j'ai existé. On se souviendra peut-être de quelques films. J'ai fait ce que je voulais. Je n'ai pas perdu mon temps à faire des films que je n'avais pas envie de faire.